l'ONU-FEMmes est une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. ONU-FEMmes, c'est une branche de l'organisation ONU qui s'occupe des droits de la femme, qui s'occupe aussi de l'émancipation de la femme et de la violence envers les femmes. Championne internationale pour les filles et les femmes, ONU-FEMmes a été établie pour accélérer le progrès envers la satisfaction de leurs besoins autour du monde. L'ONU-FEMmes travaille sur 5 problématiques principales dans la région. Je dirais la première est l'éradication de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, à travers une série de stratégies, qu'il s'agisse des changements de loi, l'adoption de lois qui condamnent la violence à l'égard des femmes et des filles, qu'il s'agisse effectivement de travail de mobilisation avec des jeunes et moins jeunes, qu'il s'agisse d'un travail de normes sociales avec des leaders communautaires, religieux et autres. Et l'ONU-FEMmes travaille surtout dans cette région, je dirais, sur les questions de femmes, paix et sécurité. Cette question de femmes, paix et sécurité est vraiment fondamentale et il est aussi fondamental que les femmes elles-mêmes et les organisations de femmes se l'approprient. ONU-FEMmes appuie les États membres de l'ONU en établissant des standards internationaux en faveur de l'égalité des genres, mais aussi en travaillant avec les gouvernements et la société civile à concevoir des lois, politiques, programmes et services afin d'assurer que l'implémentation effective de ces standards bénéficie aux femmes et aux filles autour du monde. C'est-à-dire que le travail que l'ONU-FEMmes fait sur les différentes thématiques de manière transversale se fait avec bien sûr les gouvernements, le ministère du tutelle, le ministère de la femme des différents pays, mais se fait aussi principalement avec et à travers les organisations de femmes. Il s'agit à la fois de renforcer leurs demandes, mais aussi leurs capacités et puis surtout le réseautage dans la région. Je dirais que l'avantage d'un bureau régional, c'est d'avoir cette perspective et cette possibilité de mettre en contact les femmes du Niger, les femmes du Mali, les femmes du Burkina qui peut-être n'ont pas toujours l'opportunité de dialoguer pour trouver ensemble des solutions à leurs problématiques. Donc l'ONU-FEMmes travaille avec les organisations de femmes depuis, je dirais, de nombreuses années, y compris au Sénégal. Et alors, quand je dis organisation de femmes, nous travaillons à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, nous travaillons avec les plateformes qui font du plaidoyer au niveau national. Nous travaillons avec diverses articulations et réseaux au niveau régional. Et nous travaillons également avec des organisations sur le terrain, c'est-à-dire avec des relais dans les communautés sur les différentes thématiques. L'ONU-FEMmes ne travaille pas au niveau individuel, je dirais, avec des individus, mais avec différentes organisations, que ce soit dans les domaines juridiques, dans le domaine économique, pas uniquement de femmes d'ailleurs, beaucoup d'organisations aussi qui travaillent sur des questions de bonne gouvernance, d'égalité et qui effectivement veulent parfois renforcer le volet femmes et nous demandent un appui technique en ce sens. Le thème et les activités de la campagne Tous Unis en 2022, sous la bannière mondiale de Tous Unis, l'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, visant à mobiliser l'ensemble des réseaux, la société civile et les organisations de défense des droits des femmes, travaillant avec des hommes et des garçons. Tout le travail qui est fait par l'ONU-FEMmes est fait, je dirais pas uniquement avec et pour les femmes, il est fait en partenariat hommes et femmes, mais il y a un travail plus spécifique aussi qui est fait avec les hommes, et on l'a vu dernièrement avec le forum sur les masculinités positives de Dakar, et à ce titre, effectivement, le Sénégal et le président Macky Sall ont pris le leadership sur cette question. Donc il y a effectivement un travail spécifique qui est fait dans ce domaine-là, parce que nous n'arriverons pas à l'égalité, nous n'arriverons pas aux droits des femmes ou à éradiquer toutes les formes de violence, je dirais, si nous ne travaillons qu'avec 50% de la population. Donc il est fondamental de travailler avec les hommes, les jeunes, les moins jeunes, et puis surtout avec les hommes qui sont dans des positions également d'influencer et de modeler les comportements, les attitudes et les mentalités. Donc tout un travail que nous faisons également est le travail avec les leaders religieux, traditionnels et communautaires. Nous avons créé un réseau à travers toute l'Afrique, je dirais, de leaders traditionnels, religieux, communautaires, comme je le dis, qui, eux, portent la voix contre
Tout d'abord, les pratiques vraiment néfastes comme les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, mariage précoce, mais aussi contre les violences à l'égard des femmes. Parce que finalement, quand vous êtes une femme et que vous parlez de la question, on a encore tendance à vous décrédibiliser, à dire « Ah, c'est une femme ». Ou « Ah, le discours, ah, les féministes ». Voyez. Tandis que ces hommes-là qui ont un certain poids, qui ont du respect, qui vont prêcher la non-violence et l'égalité, sont écoutés. Donc c'est très très important de travailler avec les jeunes, avec les champions. Quand on parle de champions, effectivement, nous avons également un travail qui est fait avec le monde de la culture ou du sport, avec des figures du football, d'autres sports, ça dépend des pays, dans les contextes, le théâtre, la musique. Donc pour être à mesure de toucher un public très vaste et avec des mots qui sont peut-être mieux entendus et écoutés par les jeunes aujourd'hui que les discours de droit que peuvent avoir ou que nous pouvons avoir comme institution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'aurez compris, dans ce numéro de Gros Plan, nous parlerons de violences basées sur le genre avec ONU Femmes. Et nous avons sur ce plateau deux dames, Madame Dieynaba Ndiaye, qui représente ONU Femmes Sénégal, et Madame Abi Diallo, commissaire de police à la retraite et présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. Merci Khady, merci de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Gros Plan. Moi, je suis là en tant que coordinatrice du bureau ONU Femmes Sénégal. ONU Femmes qui est représentée au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans les 24 pays, mais le Sénégal aussi a un bureau qui travaille sur 3 axes majeurs. Donc, le premier axe, c'est la gouvernance, le renforcement du leadership et de la participation politique des femmes. Le deuxième axe sur l'autonomisation économique des femmes. Et enfin, sur tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous animons, dans ce contexte, la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous reviendrons sur ce point. Madame Abi Diallo. Je suis ici comme présidente de l'Association des femmes juristes sénégalaises, une association assez ancienne qui a été créée depuis 1974 par 4 éminentes juristes sénégalaises pour la défense et la promotion des droits de la femme et l'émancipation de la femme. Donc ça, c'est depuis 1974. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui du rôle que ces deux structures, que vos deux structures respectives jouent dans l'autonomisation des femmes, dans l'émancipation des femmes? Oui, ONU Femmes, comme vous le dites, a été créée en 2010. Et ONU Femmes, c'est le fruit d'un mouvement de femmes international. Depuis des années, je pense que vous avez entendu parler de Beijing, de la conférence de 1995, qui a regroupé des milliers de femmes et qui ont réclamé l'autonomisation des femmes et la prise en compte des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des femmes dans toutes les instances de décision. Et aussi de la mobilisation des ressources pour améliorer les conditions de vie des femmes. Parce que si on parle d'égalité de genre, c'est parce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes et il faudrait qu'on réduise ces inégalités-là. C'est la mission majeure de ONU Femmes et pour cela, nous travaillons avec les gouvernements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous les accompagnons à développer des politiques égalitaires, des stratégies économiques qui vont vers le développement durable en tenant compte quand même des besoins des femmes. Et aussi, nous travaillons avec les organisations de la société civile qui jouent un rôle assez important dans le plaidoyer, dans la mobilisation et aussi surtout sur le travail, sur le terrain. Parce que le gouvernement développe les stratégies, mais ce sont les organisations de la société civile qui sont beaucoup plus proches des populations et qui voient les intérêts des populations et qui les font remonter au niveau national et international. Ce qui fait qu'on va y revenir. On a beaucoup travaillé avec AGS sur les questions des droits humains, sur les questions de prise en compte des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Madame Abi Diallo, comment travaille AGS? Quels sont les organes qui constituent cette association et comment travaille-t-elle avec les populations ou auprès des populations? Alors, AGS, comme je vous ai dit, c'est une association de volontaires. Il y a tous les corps de droit, c'est des juristes. C'est des femmes juristes qui représentent toutes les matières juridiques. Donc il y a des femmes magistrats, il y a des femmes avocates, il y a des notaires, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des cadres d'assurance et tout. Et donc toutes les matières de droit sont représentées dans l'AGS. Et dans tous ces domaines, nous portons nos conseils et notre encadrement aux populations à la base.
Et nous développons nos activités, comme elle vient de dire, de plaidoyer, de formation et de sensibilisation sur le terrain directement auprès des populations que nous côtoyons et où nous décelons vraiment les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les jeunes filles, dans les coins les plus reculés du pays. Et donc, nous portons là-bas la sensibilisation, mais de l'autre côté également, nous portons le plaidoyer auprès des autorités, des titulaires de décision dans ce pays et des organisations internationales susceptibles d'apporter des solutions aux problèmes de survie et de problèmes de droits de ces femmes-là. Et pour ça, l'AGS est organisée en structure. Nous avons une structure centrale, mais également avec des démembrements qui vont sur le terrain, c'est-à-dire nos boutiques de droit. Elles sont appelées ailleurs cliniques, qui sont directement en contact avec les populations et qui sont implantées le plus proche possible des populations dans les mairies, parce que souvent c'est les mairies qui mettent les locaux à notre disposition. Et là, nous avons nos conseillères, c'est-à-dire des juristes qui sont là-bas et qui reçoivent tous les jours les populations qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être orientées, d'être conseillées et d'être assistées pour des questions juridiques, d'accès à la justice, de prise en charge médico-sociale, psychologique et judiciaire. Donc, elles sont reçues dans les boutiques avec nos conseillères. Et l'AGS travaille également dans ce cadre avec d'autres organisations spécialisées comme les médecins, comme les sages-femmes, comme les médecins psychiatres, les psychologues et les psychanalystes, pour prendre en charge de façon holistique les femmes vulnérables qui sont victimes vraiment de violences basées sur le genre. On va s'arrêter sur ce mot violence. Comment définir la violence au sens le plus simple du terme pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il renferme en réalité, surtout quand on parle de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, la violence, c'est vraiment tout acte qui porte atteinte à un droit fondamental, un droit humain de la personne physique, de la personne. Là, on parle de personnes physiques, c'est les hommes et les femmes. La première violence contre laquelle nous nous battons, c'est la violence physique, c'est-à-dire les coups et blessures, porter atteinte à l'intégrité physique de la femme, de la personne, par des coups, par un viol et par une privation peut-être de la nourriture. Ça, c'est la violence physique. Et également, il y a les violences morales, les insultes, l'intégrité, apporte atteinte à l'intégrité morale, à la respectabilité, à l'honorabilité de la personne. C'est les violences morales. Porter atteinte à l'intégrité, aux droits économiques de la personne, mettre en cause ses droits économiques, refus d'alimenter, refus de donner la dépense. C'est des violences économiques. Refus d'inscrire l'enfant à l'école, refus de permettre à l'enfant de se soigner, de soigner quelqu'un qui dépend de la personne. C'est autant de droits de la personne humaine qui peuvent être violés. Et toute atteinte à ces droits constitue une violence portée. Et également, pour ce qui est des femmes, il y a ce qu'on appelle également les violences morales et les violences professionnelles également. Ça ne se passe pas que dans la sphère familiale et sociale, disons dans le quartier ou dans le voisinage. Ça se passe également sur les lieux de travail. Tout ce qui est ostracisme, tout ce qui est dénégation des droits de la femme, ce qu'on appelle également dans notre pays le harcèlement sexuel, c'est une violence. Le phénomène du plafond de verre, refuser la promotion pour des raisons inavouées et voilà, pour faire un chantage quelconque à une femme. C'est une violence également basée sur le genre. Et il y a d'autres également, ça c'est dans le contexte de paix dans notre société normale. Quand on est en zone de conflit ou post-conflit, le viol de la femme est utilisé là-bas comme une arme de guerre, etc. Donc il y a multiples formes de violence. Contre toutes ces violences-là, l'AGS se bat contre elles et cherche à faire accéder à la justice la femme. Parce que quand on est victime de ces violences, on a besoin d'accéder à la justice et ce n'est pas toujours évident pour les femmes. Parmi les piliers ou les axes stratégiques de ONU Femmes, il y a également donc ce volet violence, lutte contre les violences faites aux femmes ou violences basées sur le genre. C'est un peu le terme qui est plus ou moins répandu au plan international. Mais le terme de genre est plutôt controversé ou mal compris. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer concrètement pour savoir ce qu'est le genre en réalité? Le genre, c'est un terme très simple.
Le genre est différent du sexe. On a tendance à faire la confusion, mais le genre est évolutif. C'est quelque chose qui définit les relations entre les hommes et les femmes dans une société bien déterminée. Maintenant, si on parle d'égalité de genre, c'est pour réduire les inégalités au niveau des besoins pratiques. Besoins pratiques, c'est quand on parle d'accès à l'école, d'accès à la santé, d'accès à l'eau, aux infrastructures sociales de base, au cadre de vie. Et aussi, c'est aussi les intérêts stratégiques, quand on parle d'accéder aux sphères de décision, le pouvoir, la gestion des ressources, etc. C'est le genre qui nous permet de faire l'analyse des relations entre les hommes et les femmes sur ces différentes questions. Si on parle de violences basées sur le genre, c'est les violences pour les hommes et pour les femmes. Madame Abidjalo vient de le dire tout à l'heure, c'est dans toutes ses formes. Mais on constate que la violence est beaucoup plus axée, surtout au niveau des femmes. Quand on parle d'inégalité, à l'accès à l'éducation, l'accès aux ressources, c'est parce que les études ont montré que les femmes ont moins accès à ces services-là. C'est pourquoi on parle d'inégalité de genre, en mettant en accent, en exergue les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés bien déterminées. Vous abordiez tout à l'heure la question des violences faites aux femmes et aux filles dans les zones en conflit. Et pour mettre un peu l'accent sur cette question, nous sommes allés à la rencontre de Mme Diago Ndiaye, présidente du réseau des femmes de la CEDEAO pour la paix et la sécurité. Et nous lui avons posé quelques questions sur ce sujet, sur leurs actions et sur leur perception même de l'évolution des violences faites aux femmes et aux filles dans les zones de conflit. Moi, je suis Mme Diago Ndiaye. Je suis la présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Réseau qui a été installé en 2009. C'est en 2017 que nous sommes allés en Assemblée générale et que le Sénégal a été élu. Parmi les 14 pays qui étaient présents, les 12 pays ont voté pour le Sénégal à travers ma modeste personne. Notre réseau est installé dans les 15 pays de la CEDEAO. Dans chaque pays, il y a une cellule nationale dirigée par une présidente nationale avec un bureau similaire à notre bureau. Nous faisons à peu près le même travail parce que nous avons un plan d'action stratégique qui nous régit. Mais il n'en demeure pas moins que chaque pays a des activités spécifiques qui leur sont propres selon leur culture, selon les réalités politiques, selon les défis sécuritaires de leur pays. Le réseau du Sénégal a été installé en 2011 et le professeur Ndiol Ndiaye en est la première présidente. Moi, j'en étais la secrétaire générale. ONU Femmes nous a appuyés dans divers projets. D'abord à travers cet atelier de planification stratégique organisé en 2019 qui nous a permis de mettre en place un plan stratégique et un tableau de bord pour travailler avec l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Mais également, on a eu à bénéficier d'autres projets, d'abord des renforcements de capacités en matière de prévention de conflits, de gestion de conflits, en matière de démocratie, de bonne gouvernance, mais surtout d'autonomisation des femmes. Avec ONU Femmes aussi, on a bénéficié ici au Sénégal, au sud du Sénégal. Vous savez que nous avons un pays qui vit presque un demi-siècle de conflit avec le sud du Sénégal. On a eu à mener donc des actions concernant la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, la paix et la sécurité, avec l'accompagnement de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et d'autres organisations qui travaillent dans ces domaines précis. ONU Femmes aussi, on travaille avec ONU Femmes dans le cadre des violences faites aux femmes, dans le cadre des actions de plaidoyer, dans le cadre de renforcement de capacités, dans le cadre de formation. Tout ça, c'est des programmes autour desquels ONU Femmes nous accompagne. Vraiment, mais sans oublier l'autonomisation des femmes, je l'ai dit, parce que c'est un volet assez important. Si la femme n'est pas autonome, elle ne parvient pas à participer sur le plan politique. Si elle n'est pas autonome, elle sera toujours victime de violence. C'est pour ça que c'est important et ONU Femmes y met l'accent et nous accompagne dans ce domaine-là. Pour le cas de la Casamance, j'en veux pour exemple seulement un centre qui récupère les femmes victimes et les filles surtout, de toutes petites filles âgées de 12 à 13 ans, qui sont donc récupérées internées dans un centre qui s'appelle Koulimaro. Ce centre Koulimaro héberge, accueille
des jeunes filles vraiment très très jeunes, adolescentes, qui sont à peine sorties elles sont enfants d'ailleurs, parce que l'enfant c'est quoi? C'est de 7 à 12 ans, l'adolescence c'est à partir de 12-13 ans, etc. Mais elles sont déjà mères. Elles sont victimes de viol, elles sont victimes d'agressions. Et on les voit avec leurs bébés dans ces centres, mais on a envie de pleurer. Ça, c'est des cas typiques qui sont victimes de violences pendant le conflit. Dans d'autres pays, d'une manière générale, quand on prend le Burkina, quand on prend le Mali, quand on prend le Niger, quand on prend le Tchad, qui est le Sahel, mais on travaille ensemble parce que nous avons les mêmes défis. Quand nous prenons ces pays-là, mais les formes de violence, c'est les mêmes. C'est surtout en zone de conflit. C'est des privations de nourriture, c'est des chantages, c'est des harcèlements, c'est des mariages précoces qui se passent même dans les camps qui les accueillent. On marie des enfants très jeunes, 9 ans, 10 ans. On abuse de ces enfants. Ces enfants sont battus. Donc il y a une violence psychologique, morale. Même pour une bouchée de pain et de céréales, elles peuvent être victimes d'agressions sexuelles. Mais pour avoir de l'eau, elles peuvent être victimes d'agressions physiques ou sexuelles. Donc vous voyez, dans ces camps, dans ces zones de conflit, les femmes sont vraiment doublement violentées. Il y en a beaucoup, sans compter les violences économiques, parce qu'elles sont privées de tout. Les enfants sont privés, ne vont pas à l'école. Il y a une déscolarisation, aussi bien des filles et des garçons. Et quand on parle d'agression et de violence, dans ces cas, on y confond les femmes, les garçons, les jeunes garçons et les filles. Moi, je pense qu'en matière de recommandation, il faut d'abord, au niveau de chaque pays, qu'on mette en place une structure pour mettre en place nos synergies. Nous, on a organisé un atelier, on a préféré le faire, de partage, d'échange, avec des organisations de la société civile pendant ces jours d'activisme, pour échanger nos bonnes pratiques, pour voir comment nous mettre ensemble pour avoir des ressources beaucoup plus conséquentes pour pouvoir travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler sans ressources, que ce soit des ressources humaines, donc qu'on soit capacité, qu'on ait suffisamment de personnes pour nous accompagner, pour nous encadrer, que ce soit des ressources matérielles ou bien des ressources économiques, financières. Donc, l'idée est de se mettre ensemble d'abord pour traiter ces questions, mettre en place nos bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce qui manque? Où sont les manquements là où il faut mettre l'accent pour avancer? Parce que nous avons des instruments avec lesquels nous travaillons. Nous avons la résolution 1325, nous avons l'instrument, la résolution 1820 qui parle de violence, c'est une résolution des Nations Unies. Nous avons pour la CEDEAO, le cadre de la CEDEAO pour la prévention des conflits. Nous avons l'axe additionnel égalité femmes-hommes pour un développement durable de la CEDEAO. Nous demandons à être capacité pour faire le plaidoyer par rapport à ces instruments, mais aussi pour pouvoir les maîtriser, pour les mettre en œuvre, les appliquer, parce que nos États signent tout, sont d'accord sur tout, mais c'est l'application qui pose problème. Nous reprenons sur le plateau. ONU Femmes a lancé l'édition 2022 des 16 jours d'activisme, avec beaucoup d'activités. Un peu partout dans le pays, mais également dans l'espace régional que couvre le bureau régional de ONU Femmes. Madame Diaye, pouvez-vous nous parler un peu de ces activités qui ont été déroulées à Ziguinchor, à Kédougou, à Dakar et dans d'autres localités du pays? Merci beaucoup. Je veux juste en profiter pour rappeler que la campagne des 16 jours d'activisme a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies et qui démarre le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et qui se termine le 10 décembre aussi, qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc, ces jours pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette année, c'est l'activisme qui a été à l'honneur, donc c'est l'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce qui fait que nous avons pu, avec le lancement fait par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, parce que nous travaillons avec le gouvernement, le 25 novembre, la mobilisation de l'ensemble, de beaucoup d'organisations de la société civile. Nous avons pu quand même mobiliser les activistes, jeunes
et les activistes adultes aussi pour se mobiliser. Nous avons pu quand même aider beaucoup d'organisations de la société civile à se mobiliser pour sensibiliser, pour porter le plaidoyer. Nous avons été cette année à Kédougou. Kédougou, c'est une région assez lointaine où aussi il y a toute une réalité de travail des femmes dans les zones d'orpaillage, de travail des femmes aussi dans l'agriculture et aussi c'est une zone traditionnelle. Donc nous avons pu organiser un plaidoyer autour des chefs coutumiers. Donc nous avons été au département de Saraya, de Salémata, etc., dans les localités les plus éloignées. Nous avons pu mobiliser les collectivités territoriales, l'administration locale, les chefs coutumiers et religieux sur les questions de violence faites aux femmes et aux filles. La parole a été donnée aux femmes aussi et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour lutter contre les violences, c'est adresser l'autonomisation économique des femmes. Il faudrait aider ces femmes à avoir des activités économiques et à améliorer leurs revenus. En outre aussi, nous avons travaillé au niveau national, comme j'ai dit, avec les organisations de la société civile. Le groupe thématique genre, c'est le groupe des partenaires aussi, qui a organisé une exposition parce qu'il faudrait quand même briser les stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes autour des questions de violence. Et là, et aussi même l'exposition nous a permis de voir que ce n'est pas parce que la fille a porté tel habit, etc., qu'il faudrait donner la possibilité de la violer ou bien de l'agresser. Ça aussi, c'est une question. Les activistes se sont mobilisés. C'est une occasion même de les remercier. Dans les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup de plaidoyers qui ont été faits. Nous avons aussi travaillé avec les femmes parce qu'il y a des rencontres qui ont été organisées et donner la parole aux femmes. Les femmes ont besoin de se retrouver dans des cadres, de faire des témoignages, de partager leur vécu et aussi de mobiliser même des acteurs comme l'AGS et les autres pour qu'elles puissent prendre en charge leur vécu. Et il y a des animatrices aussi culturelles qui se sont engagées pour porter le plaidoyer. Et dans la région aussi, tous les pays ont organisé la campagne, mais nous nous sommes concentrés aussi en Côte d'Ivoire. Nos amis de la Côte d'Ivoire ont organisé des ateliers de plaidoyer et de sensibilisation. Au Cameroun aussi, d'où vient la directrice régionale aussi, il y a la mobilisation des chefs religieux et coutumiers. Et même des chefs religieux du Sénégal ont été invités pour partager leur expérience et aussi porter le plaidoyer. Nous nous sommes immiscés dans quelques-unes de ces activités, notamment à Dakar. Nous avons rencontré des influenceuses qui travaillent beaucoup avec ONU Femmes. Elles sont actrices, elles sont journalistes. Nous avons rencontré des jeunes, des étudiants, dans le cadre d'un partenariat qu'ONU Femmes a avec une institut supérieur. Nous allons proposer aux téléspectateurs de voir quelques images de ces activités. Nous revenons tout de suite après. Dans le cadre des 16 jours d'activisme, ONU Femmes et ses partenaires ont organisé une dizaine d'activités à Dakar et sa banlieue, Kédougou, Saraya, Salémata, Mbour, Louga et Ziguinchor. Pendant ces 16 jours d'activisme, on ne va pas détailler les 16 jours, je pense que là je dirais malheureusement, nous sommes encore là pour parler des 16 jours d'activisme et de la violence à l'égard des femmes. À ONU Femmes, nous avons réalisé une étude mondiale l'année dernière, qui porte sur des données de l'année dernière avec une autre agence des Nations Unies, qui porte sur le féminicide et les données sont claires, ça ne recule pas. Nous avons ainsi pu assister au panel de discussion intergénérationnelle sur l'activisme féminin d'hier et d'aujourd'hui avec les doyennes. Madame Penda Seck Diouf, sociologue et présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. On peut dire que ce panel qui est organisé ici est une continuité de ce que nous faisons. Et l'activisme, effectivement, qui se produit par l'action directe, au-delà du militantisme, cet activisme, surtout pendant les séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, et qui se manifeste que nous menons par des protestations, vous nous entendez un peu partout, des prises de parole, des prises de position en faveur de l'élimination des violences basées sur le genre, pour demander l'application des lois ou la révision des lois, en tout cas pour prévenir également, sensibiliser, amener à un éveil de conscience pour dire halte aux violences basées sur le genre. D'ailleurs, c'est le challenge pour ces jours d'activisme, pour la mise en place d'un observatoire national des violences basées sur le genre. Et pas un observatoire dans le sens commun du terme, mais un observatoire qui sera un cadre de
concertation, un cadre également de recueil de données, un cadre de suivi de l'évolution de l'élimination des violences basées sur le genre. Nous allons challenger cela, mais surtout un cadre de réorientation des politiques sur les violences basées sur le genre et de prévention et de financement. Madame Constance Yahi, ancienne ministre de la Femme de Côte d'Ivoire et grande militante contre les pratiques culturelles néfastes. Je me souviens avec beaucoup de précision des scènes que j'ai vécues en conseil de ministre. Avant d'être ministre, je me disais, oh, si un jour j'ai l'occasion d'être ministre, je changerai ça, je changerai ça, je changerai ça. Ah ben c'est pas évident. Aujourd'hui, je prends des pincettes, mais mon prochain livre parlera des relations entre le pouvoir et le peuple. Pourquoi dans les discours politiques d'avant-campagne, on note un gap énorme entre ce que dit le candidat et ce qu'il fait? Et pourtant, les moyens existent. Donc, dans nos pays africains, la question des femmes n'est pas prise en compte, non pas parce que les moyens de mettre en œuvre une politique en faveur des femmes n'existent pas. Non, ce sont les pressions que subissent certains dirigeants. L'autre chose, c'est nous-mêmes. Beaucoup pensent qu'être ministre, c'est... je dis, c'est vrai, c'est le poste le plus haut dans l'administration à part le président d'une institution. Mais quand vous arrivez en conseil de ministre, que vous demandez la parole et qu'un collègue vous dit « on espère que ce n'est pas pour nous parler de femmes encore », vous avez envie de lui demander « mais pourquoi vous êtes là ?» Parce que l'intitulé est clair, ministre de la femme, ministre de la promotion de la femme, ministre des droits des femmes. En fait, on vous a nommé pour faire de la décoration. Et je crois qu'il faut que cela se sache. Et quand les gens, à vous entendre parler, que vous entendez quelqu'un dire « on est dans ce gouvernement depuis un moment, on n'a jamais entendu un ministre de la femme prendre autant la parole. Quand tu as parlé une fois, ben, tu peux ne pas parler pendant 3 mois. Je suis dans ce cas, alors, donnez-moi une abstention que je ne vienne pas. Abstenez-moi de venir en conseil de ministre. » Donc, je crois que même sur la conceptualisation du travail que vous avez à faire, vous êtes contesté. Entre autres activistes qui ont marqué de leur présence. J'ai expliqué la résilience pour leur dire que vous êtes des relais communautaires, vous êtes des badianougor dans vos quartiers. Il va falloir que vous puissiez un peu changer la démarche d'accompagner les personnes victimes de violences. Et cet accompagnement doit se faire par une communication tranquille, dans un espace comme ici par exemple, un espace où on peut s'écouter et laisser aux gens le temps de parler. Et qu'on ne peut pas accompagner une personne victime de violence pendant une séance, c'est très long. Et quand j'ai expliqué le processus psychologique, ils ont dit mais ça coûte cher. J'ai dit mais nous, on ne vous demande rien. Nous sommes des bénévoles. Nous avons nos doctorats. Nous avons une petite pension de retraite. Et on peut vous aider chez nous. L'activisme digital a également été abordé pour mettre en lumière celles qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et mènent la lutte en ligne et hors ligne. Moi, en tant qu'activiste, si je n'étais pas particulièrement curieuse des luttes, il n'y a rien sur Internet qui nous concerne. Il n'y a rien. Et c'est comme ça que je participe dessus. Très simplement, quand je prends le Sénégal, il n'y a que les femmes activistes de notre génération qui savent qu'il y a eu un mouvement qui s'appelait Yehu Yehu. Si vous n'êtes pas activiste, vous n'êtes pas au courant. Et pourtant, Yehu Yehu est la première association clairement féministe. Il y a eu d'autres associations un peu avant avec les Annen Bay d'Erneville, etc. Mais quand Marie-Angélique Savané, les Côtes de Bob, etc. ont mis en place cette association, elle se réclamait clairement féministe et ils ont porté des combats. Quand on pense que nous sommes radicales, sachant que radical est une juste réappropriation d'un stigmate qu'on nous mettait, mais le radical, ce n'est rien d'autre que repartir depuis la racine, traiter les problèmes à la racine. Donc quand nous nous accusons d'être radical, nous ne le sommes pas. Aucune d'entre vous ne l'est. Quand je parle avec ces femmes-là, en tout cas ces femmes sénégalaises-là, ce qui sort après, c'est que nous sommes complètement molles. Il y a très peu d'entre nous qui accepteront d'aller dormir en prison parce que nous sommes en train de défendre une autre femme. C'est ça la vérité. Il n'y a aucune d'entre nous qui fera ça. Et je vais reprendre le cas de Eugénie Aou, qui est un de mes plus gros regrets de ne pas avoir pu l'enregistrer alors qu'elle a été la première femme à avoir accepté mon invitation.
Eugénie Aw a perdu une grossesse en prison. C'est quand elle est décédée que les témoignages qui sont sortis sur les réseaux sociaux, on l'a appris de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'elle était une militante de gauche, elle était une militante pour les libertés et les droits. Ils étaient dans la clandestinité. Ces femmes que vous voyez, les Marie-Angélique Savané, les Mariam Wanli, les Kodou Bob, etc., à un moment de leur vie, elles ont toutes été dans la clandestinité. Parce qu'avant, aujourd'hui, nous avons Internet. Je me réveille, je peux péter un plomb sur le député à l'Assemblée nationale qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas. Avant, les femmes là, on les mettait en prison parce qu'elles avaient imprimé des tracts où on a trouvé sur elles des tracts, des flyers. C'est un souci pour elles, même quand elles nous voient. Quand elles nous voient comment agir, comment on agit. Et la liberté que nous avons de pouvoir dire ces choses, de nous voir complètement limite raide, limite conciliante, c'est toujours pour elles un grand questionnement. ONU Femmes travaille également dans le cadre de cette campagne avec des célébrités, influenceuses, actrices, pour mener le plaidoyer à travers les productions cinématographiques et télévisuelles, mais aussi sur les réseaux sociaux. Lorsque ONU Femmes a demandé d'intégrer, j'ai tout de suite adhéré, non seulement parce que je suis une femme, tout d'abord, et que c'est très important, et aussi parce que je suis une mère. Et qu'aujourd'hui, ça devient vraiment, on se rend compte, surtout avec les réseaux sociaux, que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir faire entendre nos voix de la meilleure façon, on va dire. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, les violences, etc., je pense quand même que c'est dommage qu'en 2022, on soit encore en train de devoir défendre cette cause qui est celle de la femme, qui est juste de son respect à la base. Ce n'est pas loo xam ne nii dafay concerner groupe bi wala concerner wul kii parce que ku ko dundul it xam nga ku koy dund te ku ko dundul xamoo ku koy dund bis bu yàlla saak mën nga ko dundi donc nul n'est à l'abri moo tax dafa war a nekk mbir moo xam ne mbiru lépp la ndaxte li ñuy naqaral wala di bettal jigéen ñi dafa jéggi dayoo ci Sénégal dañu war ko wax te bàyyi être dans le déni dire que way ñii wala dañu kii li fi xew dafa jéggi dayoo ci instance boo gis fépp fu nekk ñu ngi fay yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci jigéen ñi ñu ngi fay yëkkati ay dóor di ko teg ci jigéen ñi et c'est vraiment déplorable ñun fi mu ne nii mooy li ñuy wax rek boobu léegi dafa mel ni nekk jigéen sax ci réew mi dafa amatul dayoo ga mu amoon donc interpeller ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi état autorité yi ñu wax ci bala muy trop tard. Les jeunes ont pu raconter leur part d'activisme dans cet événement et porter la voix des générations actuelles et à venir. Pour moi, les 16 jours d'activisme de ONU Femmes, ce sont des 16 jours pendant lesquels une campagne est organisée afin de vulgariser en quelque sorte les droits de la femme et la violence conjugale ou la violence contre la femme, que ce soit le viol ou l'agression physique. Actuellement, la femme est un peu plus valorisée. Vu déjà toutes les campagnes que ONU Femmes a pu accomplir jusque-là, je pense qu'on a tendance à plus écouter la femme et à mettre la femme à un certain niveau dans la société. Donc pour moi, je pense que ONU Femmes a beaucoup agi dans la société et je pense qu'elle continuera d'agir en tant qu'organisation de la femme. Ce n'est pas plaisant de voir une femme être battue. Ce n'est pas plaisant de voir une mère pleurer, une fille pleurer, ta sœur pleurer, ta maman pleurer, entre autres. Parce que dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, on voit qu'il y a des femmes qui sont battues. Prenons le cas du Sénégal. Ici, les gens pensent tout le temps qu'il faut toujours camoufler les choses. C'est-à-dire, dans une famille, tu peux avoir un oncle qui viole sa nièce ou quelque chose du genre et les gens de la famille vont dire soutoura. Donc aujourd'hui, les filles qui sont violées, ce sont des actes qui se passent beaucoup plus dans les familles qu'en dehors. Je pense qu'il ne faut pas attendre aussi les 16 jours d'activisme pour combattre les violences sur les femmes. Et en voyant ONU Femmes, je vois aussi qu'il y a des initiatives qu'ils prennent tous les jours et des initiatives aussi dans lesquelles on invite la jeunesse à y participer, à porter des messages pour pousser les gens à être conscients en ce qui concerne les femmes et les enfants. Un homme digne de son nom ne doit pas être violent envers une femme. On poursuit dans le cadre de cette émission, toujours sur les questions de violence. Madame Abi Diallo, le cadre législatif réglementaire du Sénégal, est-ce qu'il est propice aujourd'hui à mener à bien cette lutte contre les violences basées sur le genre, tout en sachant que le chef de l'État a promulgué la loi 2020-05, modifiant le code pénal pour criminalisation des actes de viol et de pédophilie. La loi est entrée en vigueur, est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce que dans les cas que vous avez au niveau de l'AGS, vous sentez une évolution positive vers un recul
des violences ou est-ce qu'au contraire, il y a une recrudescence? Merci beaucoup. Le cadre législatif et réglementaire au Sénégal, je pense qu'on n'a pratiquement rien à lui reprocher. L'État du Sénégal a fait mieux. Il a ratifié, signé toutes les conventions internationales qui ont été proposées par l'ONU, depuis la CEDEAW jusqu'aux différentes déclarations, qui protègent la femme ou qui promulguent les droits de la femme. Et dernièrement, en 2003, la fameuse convention de Maputo, que l'État du Sénégal a signée et promulguée en 2005. Les lois au niveau national, je dois dire que c'est depuis 2005 déjà qu'on a eu la première loi favorable aux femmes. C'est la loi par laquelle on a qualifié le viol. C'était la première qualification du viol, des faits constitutifs de viol. Ça a été fait par une loi de 2005 et qui également avait déterminé qui sanctionnait également les mutilations génitales faites aux petites filles. Par la suite, il y a toutes les lois que vous savez qui ont été votées en faveur des femmes. Et la dernière, c'est celle que vous avez citée, c'est la loi 2005 du 20 décembre 2020 qui criminalise le viol, la pédophilie et l'inceste. Alors, le hic, c'est l'application. Or, l'application, c'est du ressort du corps judiciaire, c'est du ressort des juridictions. Et c'est vrai que c'est un pouvoir autonome et indépendant qui applique la loi et qui dit la loi. Et nous déplorons un peu les circonstances atténuantes qui sont souvent accordées ou une interprétation qui laisse un peu de place aux criminels, etc. Et c'est pourquoi également nous continuons notre sensibilisation. Depuis la promulgation de la loi 2020, nous avons vu que les sanctions étaient accentuées puisque c'est devenu criminel et qu'également les pouvoirs d'appréciation comme de d'octroi des circonstances atténuantes ont été réduits. Et il y a des cas où avant le tribunal pouvait accorder des circonstances atténuantes et descendre jusqu'en dessous du minimum requis. Aujourd'hui, avec ces lois, ce n'est plus possible. Il y a des garde-fous quand même pour l'application de ces lois. Le revers de ça, c'est que la procédure d'instruction devient plus longue. Et ça, les victimes n'ont pas besoin de ça. Les victimes ont besoin que le jugement, la justice le soit rendue un peu plus rapidement. Et c'est pourquoi également, la sensibilisation se poursuit. Le plaidoyer se poursuit pour que les procédures soient revues en vitesse pour que les jugements se fassent. Parce que si vous voyez depuis 2020 que cette loi est promulguée, les premières décisions appliquant cette loi sont tombées cette année en 2022, donc 2 ans. Nous trouvons que c'est assez long pour les victimes. Bon, c'est des raisons pratiques d'administration de la justice qui se posent. Mais nous invitons, nous demandons au pouvoir judiciaire de prendre les dispositions internes qu'il faut pour que les procédures soient plus rapides. Parce que c'est ça qui vraiment rend la justice à la victime. Et sur le plan de l'effet de cette loi-là, je pense qu'il est un peu prématuré de donner vraiment des quantums pour dire que la loi a eu tel ou tel effet. Mais ce pourquoi on se réjouit, c'est qu'au moins elle est appliquée. Et en l'appliquant, cette année, nous avons vu que les décisions qui ont été rendues ont donné minimum 10 ans. Il y a des décisions qui ont... C'est le minimum de peine de 10 ans qui ont été prononcées, 10 ans de réclusion criminelle. Ce n'est pas rien. Maintenant, le problème, c'est que ces peines-là soient vraiment appliquées intégralement et que l'administration pénitentiaire, l'administration de la justice veille à ce que, par le jeu des grâces, des remises de peine, que ces bourreaux-là ne retrouvent pas aussitôt la liberté, parce que ça également, ça anéantit un peu l'effet de la loi, de la sanction. Est-ce que l'AJS travaille avec les forces de défense et de sécurité pour davantage les sensibiliser à l'accueil des victimes? Nous, par exemple, en tant qu'AJS, nous avons travaillé avec le PNUD depuis 2018 sur l'accueil, parce que ça pose le problème de l'accueil au poste de police ou de gendarmerie des victimes de violences sexuelles. Et avec le PNUD, nous avons fait, pendant de 2018 à 2019 ou 20, on a fait des formations pour l'accueil et préconiser l'aménagement des locaux pour l'accueil
et l'audition des victimes de ces violences-là. C'est vrai que ça demande des infrastructures adaptées et je dois le dire avec satisfaction et également à la décharge de nos autorités policières, qu'il y a des commissariats aujourd'hui qui sont construits, en tout cas qui sont aménagés selon ces conseils-là pour accueillir les victimes de ces viols. Il y a des commissariats modèles comme celui qui est à... comment ça s'appelle Mbao. Hein? C'est à Mbao. Mbao, voilà. Le commissariat de Mbao que dirige le commissaire Bintou Guissé. C'est un commissariat type que nous avons conseillé aux autorités sénégalaises et qu'ils ont suivi. D'autres qui, sans avoir été reconstruits, ont eu des aménagements à l'interne. Et les officiers de police judiciaire également sont régulièrement formés et sensibilisés. En tout cas, nous, à l'AGS, on a fait plusieurs formations. Et je dois dire que nous, depuis 2008, nous avons déjà fait le premier recueil de bonnes pratiques à l'intention de ces officiers de police judiciaire que nous distribuons. C'est vrai que les moyens d'une association ne sont pas ceux d'une administration, c'est très limité. Nous avons édité des brochures de bonnes pratiques, des questions à poser, des questions à éviter pour auditionner les victimes de ces violences-là. Et nous suivons. La seule limite également à ça, c'est que les fonctionnaires qui sont formés sont dans des corps administratifs hiérarchisés et donc c'est des commandements. Les gens peuvent être bien formés, mais du jour au lendemain affectés à d'autres missions et quitter ces postes remplacés par d'autres qui n'ont pas eu cette formation. Ce qui fait que cette formation, elle doit être continue. Et nous, on a fait mieux à AGS en proposant à nos autorités, aux autorités par exemple des écoles de formation de ces officiers de police, d'intégrer carrément un cours, un module de formation à l'accueil et à l'audition de ces victimes, la prise en charge des victimes de violences basées sur le champ, intégrer carrément un module dans les écoles de formation. Ça aussi, au moins que toutes les promotions qui sortent au moins avec un b.a.-ba de ces bonnes pratiques d'accueil et d'audition de ces victimes de violences basées sur le... 16 jours d'activisme, on dira que c'est court, mais on sait que vos organisations travaillent sur cette question pendant 365 jours pratiquement. Nous aimerions quand même savoir, ONU-Femmes, en dehors des 16 jours d'activisme, quels sont le type d'actions que vous menez avec vos partenaires, gouvernement, donc les ministères, la société civile. Quelles sont les autres actions que vous menez toujours dans le cadre des luttes contre les violences? Comme j'ai dit tout à l'heure, le troisième axe d'intervention de ONU-Femmes au Sénégal, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et pour cela, nous avons des programmes, nous avons des projets sur ces questions-là pendant toute l'année. Nous avons un partenariat stratégique avec le ministère de la Femme. Nous accompagnons la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, c'est des comités régionaux qui sont mis en place au niveau des régions du Sénégal, au niveau les plus décentralisés possibles, et le renforcement de capacité des acteurs et la mise en place de comités de veille et aussi de surveillance et d'accompagnement des victimes. Et l'accompagnement va être multiforme. Nous avons aussi des partenariats avec les organisations de la société civile. Par exemple, comme l'AGS, nous avons eu un programme d'accompagnement des victimes des violences en termes d'aide juridique. Des plaidoyers ont été organisés, des sessions de formation dans les localités, mais aussi il y a des possibilités d'accompagner juridiquement les victimes de violences pour qu'elles aient accès à la justice, pour qu'elles aient un accompagnement et pouvoir jouir de leurs droits. Nous avons aussi des programmes avec les collectivités territoriales. Par exemple, au niveau de la ville de Guédiawaye, nous avons tout un projet Safe Cities, c'est avoir des villes sûres. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les violences aussi, c'est dans les espaces publics. C'est dans les marchés, c'est dans le transport, etc. Et nous avons développé quand même des actions de plaidoyer et un plan d'action même a été réalisé avec la commune de Guédiawaye et les organisations de femmes qui sont sur place pour identifier déjà la situation, comment ça se passe, et elles se sont rendues compte qu'il y a beaucoup d'infrastructures de base que la commune devrait mettre en place pour assurer la prévention sur ces questions de violence. Sur le transport aussi, nous allons développer un partenariat avec les différentes organisations, les organes qui assurent le transport au niveau de la ville de Guédiawaye vers le centre-ville pour mettre en place des mécanismes de prévention sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et là, nous avons travaillé encore avec le ministère de la Femme, où nous avons travaillé avec d'autres organisations, surtout à travers les CEDAF. C'est les centres de formation et d'accueil pour les femmes. Et là, il y a des lignes
de financement pour des activités économiques pour les femmes en termes de prévention et de prise en charge des victimes de ces violences-là. Un autre concept qu'on découvre aussi depuis quelque temps, la masculinité positive, avec un discours que le chef de l'État a fait le 10 novembre à Diamniadio, au centre Abdou Diouf. Que pouvez-vous nous dire de ce concept pour ceux qui l'entendent pour la première fois et voir quel est le lien qu'on peut mettre entre masculinité positive et lutte contre les violences faites aux femmes? C'est un concept très simple et qui n'est pas loin même de notre culture. Masculinité positive, c'est une façon d'impliquer les hommes adultes et les jeunes garçons dans la prévention de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et ceci permet d'identifier des champions. Le premier champion, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Et il y a beaucoup de chefs d'État qui se sont manifestés pour porter le combat de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et non, on en fait des champions. C'est ce qui amène le terme de masculinité positive. C'est avoir des hommes qui s'engagent et des hommes qui peuvent sensibiliser leurs pairs pour cette prévention de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le 10 novembre, c'était le deuxième sommet, parce que le premier sommet a été tenu en 2021 à Kinshasa. Et les chefs d'État se sont retrouvés et se sont déterminés comme champions pour prendre en charge les questions de violence dans leur pays et porter le plaidoyer dans les autres États. Le Sénégal a organisé le deuxième sommet. Vous avez vu que le chef de l'État s'est prononcé et il s'est engagé en tant que président de l'Union africaine aussi à prendre en charge ces questions. C'est une façon d'impliquer les hommes et je pense que c'est une bonne opportunité parce que le combat des femmes ne doit pas être porté par les femmes seulement. On avait le concept de He for She. De He for She aussi. Ce sont des champions qui se sont engagés et qui mettent des ressources même pour assurer l'autonomisation des femmes. Donc peut-être que c'est du nouveau en termes de concept masculinité positive, mais je pense que c'est une bonne opportunité d'impliquer tous les acteurs dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est une possibilité de pouvoir travailler avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, etc., pour qu'ils s'engagent et qu'ils démystifient cette question et qu'on puisse aborder les stéréotypes, comme on a dit tout à l'heure, les traditions qui bloquent des fois, et aussi même au niveau de la religion, pour que les gens puissent comprendre au mieux qu'est-ce que la religion dit sur les questions de violence et autres. Donc c'est vraiment une façon d'engager les hommes dans le combat pour les femmes. Ce combat qui n'est pas gagné d'avance, mais pas perdu non plus. Non. Mais que vous rencontrez des difficultés, vous en avez évoqué quelques-unes. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vos organisations respectives ou toute organisation qui travaille dans le domaine rencontre ou a eu à rencontrer? Des barrières culturelles, traditionnelles, politiques ou même économiques par rapport à ce combat-là? Je pense que c'est toujours les difficultés liées à l'interprétation et à l'acceptation et qui peuvent être motivées quelquefois par les circonstances. Nous on voit ici que la promiscuité, la pauvreté, comme on dit, on se rend compte que définitivement que la pauvreté est également à la base de beaucoup de violences, la pauvreté. Et c'est pourquoi il est convenu maintenant, et tout le monde est d'accord pour que le combat contre ces violences doit passer impérativement par l'autonomisation des femmes. Il faut qu'elles soient autonomes économiquement. Voilà, donc la difficulté majeure, c'est cette autonomisation des femmes et également cette information et cette formation des hommes qui sont dans un certain contexte de ni citadin ni rural. Également, ça, c'est assez grave quand on va dans certaines zones ici, comme elle dit, dans la banlieue, la campagne, etc., où également il se pose un problème manifeste d'information et de formation. Et tout ça, c'est avec le soubassement de la pauvreté. Au niveau des difficultés, je pense que quand même c'est les perceptions. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. La question du genre pose beaucoup de problèmes parce qu'on y met tout dedans et ça crée des confusions. Il y a aussi une autre forme d'activisme qui se développe. Autant on a des activistes qui militent pour la cause des femmes, etc., autant on a des activistes aussi de l'autre côté qui, comme on dit, qui jettent des pierres et qui créent la confusion. Je pense que ça, c'est une difficulté majeure et qui fait qu'on n'avance pas beaucoup. L'autre aspect, c'est une question de ressources. Je pense qu'il faudrait avoir des ressources pour pouvoir adresser la question de l'autonomisation économique de la femme et la formation.
les femmes doivent être beaucoup plus formées. Elles ne sont pas formées, elles n'ont pas accès à l'information. Quand je parle de ces femmes, ce sont les femmes qui sont dans les zones périurbaines, ce sont les femmes qui sont en milieu rural. Sur les questions de droit, la loi sur la criminalisation du vol doit être diffusée au maximum à l'intérieur du pays. L'autre difficulté aussi, je pense que c'est une forme d'éducation, c'est une question d'éducation. Les hommes doivent être éduqués. Et c'est depuis le bas âge. Maintenant, les nouvelles générations, il faut qu'on éduque les garçons pour qu'ils soient moins violents et qu'ils comprennent aussi les enjeux de développement, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la violence, c'est un problème de développement. La violence coûte cher au Sénégal, coûte cher à tous les pays, donc il faudrait qu'on voit comment adresser ces questions. Et la difficulté encore, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'application de la loi. S'il y a l'impunité, on n'avancera pas. Il y a des types de violences qui sont exercées, il faudrait qu'il y ait la loi qui sera appliquée sur ces types de violences-là. Et ce qui fait que ça décourage certains auteurs. Mais s'il y a l'impunité aussi, c'est un autre problème. Et je pense qu'il faudrait, comme on l'a dit, adresser la question avec une multisectorialité. Il ne faudrait pas que les questions de santé de l'autre côté, la question de la police, le droit, etc. Mais il y a une approche multisectorielle qu'il faudrait avoir pour prendre en charge ces questions de violence. Avant de terminer notre émission, le ministère de la Femme a mis en place un numéro vert. Pouvez-vous nous en parler, Madame Ndiaye? Oui, en fait, le jour du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme, Madame le ministre a lancé un numéro vert. Le jour de la campagne, du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme. Madame Fatou Diané. Et c'est parce que nous avons eu plusieurs rencontres avec elle quand elle a pris fonction. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y a une recrudescence des violences. Vous avez vu dans la presse, dans les radios, partout, il y a des violences. Et il y a quelques initiatives quand même d'hébergement et de prise en charge des victimes. Nous pouvons citer quand même quelques-unes. Il y a la Maison Rose qui est à Guédiawaye, il y a Mme Yassine Diouf qui a lancé le centre Kayam, etc. Donc, mais tout cela ne suffit pas pour prendre en charge les victimes, parce qu'avec le téléphone, quand même, il y a possibilité d'appeler tout de suite et de prendre secours. Nous avons assisté à ce lancement du numéro vert et on s'est rendu compte, le même jour, par exemple, il y avait un appel de Vélingara pour dénoncer un cas de violence, etc. Donc je pense que ça, nous en félicitons quand même, Madame le ministre. Et ce qui est retenu, c'est de faire quand même une approche multisectorielle, que tous les acteurs travaillent à la fonctionnalité de ce numéro-là, surtout avec les organisations de la société civile qui sont sur le terrain et qui peuvent sensibiliser les populations sur la question. Un mot de la fin pour nos invités? Je pense que pour le mot de la fin, je vais féliciter le ministère pour ce numéro 116 qui a été lancé et qui fut d'abord pour le centre Guindi, pour les enfants de la rue. Et je pense que ce que nous devons faire, nous, le ministère de la Femme et les associations de la société civile, c'est d'avoir une meilleure coordination. Une bonne coordination permettrait d'avoir des résultats plus probants et plus globaux que ce que nous faisons. Il y a un peu de dispersion dans ce que nous faisons. Et c'est dommage, je le trouve dommage, puisque l'AGS a un numéro vert depuis 2008, le 800 805 805. Et ce 805 805 fonctionne de 9h à 18h, parce que la prise en charge est élevée. Je pense que si on avait coordonné, et il est déjà connu, si on avait fait une bonne coordination avec toutes les associations qui interviennent dans ce domaine-là, ça aurait pu quand même donner un peu plus une couverture plus globale et une prise en charge plus vraiment holistique parce que chacune de ces structures que nous avons citées là fait quelque chose. La maison Kayam, qui est la plus récente, est encadrée à ses débuts par l'AGS. La maison Rose à Guédiawaye travaille avec l'AGS, avec les autres. Donc, je pense qu'une bonne synergie aurait pu donner des résultats plus globaux et plus palpables. Mutualiser vos efforts. Donc voilà, mutualiser nos efforts pour nous permettre quand même d'être plus opérationnels et de donner des résultats plus globaux. Les cadres que le 116 réfère, il réfère à la boutique de droit. Le cas de Vélingara, le même soir, on l'a référé à la boutique de droit. Donc il y a toujours cette synergie d'action.
On aurait pu mieux l'harmoniser, Madame le directeur. Moi, je lance un appel aussi aux médias. Je pense que les médias jouent un rôle assez important dans la lutte et la sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous voulons que les médias aient l'information et aussi comprennent même les formes de violence qui existent et aussi les stéréotypes, des fois dans le langage, des fois il y a des séries qui sont jouées dans les télévisions, etc. Je pense qu'il y a besoin de réajuster un peu pour donner plus de valeur à la femme en dehors de l'esthétique, mais surtout la position de la femme dans la société et dans le ménage. Et enfin aussi, c'est de promouvoir l'approche multisectorielle, c'est de mettre ensemble la santé, l'éducation, les forces de défense, etc. pour qu'on puisse tous ensemble prendre en charge ces questions de violence. Et encore lancer un appel aux organisations de la société civile, la disponibilité de ONU Femmes à appuyer la coordination de toutes ces actions et à les appuyer pour qu'elles portent le plaidoyer au niveau des coins les plus reculés du Sénégal. Merci encore. Le message est reçu. Plus de synergie d'action, aussi bien au niveau étatique, les structures de prise en charge des victimes, mais également pour le plaidoyer, la sensibilisation, les organisations qui travaillent sur le terrain, qui sont plus proches des populations, qui pourraient également travailler ensemble. Khatiando, Dorondo. Puisque nous travaillons également, je continue un peu avec les populations à la base. Les parachutistes qu'on forme à la base sont extrêmement utiles. C'est comme les Badjanoukor. Ils travaillent avec toutes ces structures-là, c'est extrêmement important. Parce que, comme on se dit, les violences se font d'abord dans les cellules familiales, dans les quartiers. Et l'information, il y a souvent cette fameuse non-dénonciation. Le soutoura et le masla. Voilà, et le masla, qui sont vraiment des freins sociaux très... Et pour la déconstruction de ces freins-là, il faut que tout le monde s'y mette. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Le sujet est passionnant et on ne peut pas malheureusement aborder tous les points qui le concernent. Je pense qu'on aura certainement d'autres occasions d'aborder toutes les questions qui tournent autour de la femme. Globalement, son bien-être, son épanouissement, son autonomisation et bien sûr sa sécurité. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Gros Plan avec ONU Femmes et l'AJS. Rendez-vous le mois prochain avec d'autres invités dans Gros Plan. C'était Khadija pour ITV.